Bonsoir, salam alaikum, marhaba bikoum. Métroscope, nous allons parler ce soir du Sahara occidental, le Royaume-Uni donc qui appuie le plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental. Le Royaume-Uni a donc ce dimanche a apporté son soutien au plan d'autonomie du Maroc pour le Sahara occidental, Sahara al-Gharbia, pour parvenir à une solution pour ce territoire disputé, rompant donc avec sa position traditionnelle et rejoignant d'autres soutiens européens et à la proposition marocaine. Il faut juste rappeler que le Sahara occidental est une ancienne colonie espagnole jusqu'en 1975 et est contrôlé en majeure partie par le Maroc, mais considéré comme un territoire non autonome par les Nations Unies. Un conflit oppose depuis 50 ans le Maroc aux indépendantistes du Polisario, soutenu bien sûr par l'Algérie. Le Royaume-Uni, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, considère la proposition d'autonomie présentée par le Maroc en 2007 comme la base la plus crédible, viable et pragmatique pour un règlement durable et différent, a déclaré à Rabat le chef de la diplomatie britannique David Lammy devant la presse aux côtés de son homologue marocain Nasser Bourita. Lammy a toutefois précisé que le soutien britannique à la position marocaine s'inscrivait dans le cadre des efforts de l'ONU pour trouver une solution au conflit et a exhorté les parties concernées, donc les deux parties, le Maroc et le Polisario, à s'engager de toute urgence et de manière constructive dans ce processus politique. Voilà, c'est le sujet donc de Métroscope ce soir, et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Lies Djebaili, économiste, militant politique. Lies Djebaili, bonsoir, marhaba bik. Bonsoir Nasser, merci pour votre invitation et je salue votre invité et toute l'équipe de Maghrébia qui assure la couverture. Merci encore pour l'invitation. Merci Lies. C'était Lies, ou Ritana Nasser, معليش. Avec nous Hussein, cher ami Hussein, monsieur Mas Hussein Gasmi. Consultant international en télécom, bancaire et économie depuis Londres. Adel, bonsoir, marhaba bik. Merci beaucoup, bonsoir. Merci pour votre invitation et mes salutations respectueuses à Lies. Adel, je vais commencer cette émission par vous parce que vous avez à peu près dit cette décision du Royaume-Uni donc depuis quelques semaines sur le Maghrébia d'ailleurs. Et vous avez dit que le Royaume-Uni, pareil, il va s'aligner sur la position de la France et des États-Unis. Oui, effectivement. Je suppose que pendant quelques occasions dans le passé, nous avions évoqué ce sujet. À l'époque, nos discussions étaient beaucoup plus axées par rapport aux histoires qui concernait donc un peu plus la France, avec l'escalade de cette crise diplomatique entre l'Algérie et la France. Nous avions donc effectivement évoqué ce sujet-là. On en parlait d'une façon assez large. Et j'ai souvenance effectivement que j'avais évoqué à plus d'une opportunité, d'ailleurs à plus d'une fois, que, bon, d'une part, je voyais la chose venir, et puis d'autre part, vous savez, j'ai travaillé pendant longtemps avec des hauts responsables de la Grande-Bretagne. C'est un pays où je réside, qui m'a accueilli depuis plus de 30 ans. Je connais bien les rouages de la Grande-Bretagne, je connais bien son économie, son système en général. Et donc, je savais via mon réseau de personnes que le Royaume-Uni donc allait de toute évidence s'aligner. Mais bon, il n'y a pas besoin de Et sortir pourquoi de ça. alors pourquoi avoir pris tout ce temps Adel, avant de l'annoncer? Bon, vous savez, chaque pays a une politique diplomatique un peu spécifique par rapport aux aspects qui concernent leur partenariat ou leur relation à travers le monde. Bon, le Royaume-Uni, vous savez, a une position spécifique avec l'Algérie, et ils en ont une autre avec le Maroc, la Tunisie, etc. Certains pays, parfois, préfèrent observer donc le silence. Parfois, ils préfèrent être patients, voir un peu comment que les choses ont tendance de se développer. Il ne faut pas oublier aussi, et surtout d'ailleurs, que depuis l'arrivée ou le retour de Donald Trump aux affaires,
Le calendrier géopolitique international a beaucoup changé, les cartes ont été redistribuées, il y a une nouvelle donne, il y a de nouveaux index, il y a de nouveaux indicateurs. Donc l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni, pardon, aujourd'hui adopte une solution, a pris une position qui, de toute évidence, arrange beaucoup plus ses intérêts vis-à-vis donc de l'ONU, hein, et surtout vis-à-vis des autres pays qui, comme le Royaume-Uni, sont membres permanents du Conseil de sécurité. Tout ça sont des éléments qui ont joué sur la balance et qui ont poussé donc le Royaume à officialiser sa décision. Cette décision, toutefois, je vous signale qu'elle a été prise depuis déjà longtemps par le Royaume-Uni. Elle a juste été communiquée récemment. Donc ma question, justement. Sinon, Adel, vous avez parlé de l'Italie aussi. Oui, vous savez, l'Italie, c'est un autre chapitre. Effectivement, l'Italie a une position un peu particulière avec l'Algérie aujourd'hui parce que, bon, vous savez, avec l'éclat du conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui a donc abouti à une pression un peu particulière de la Russie avec certains pays européens, où on a vu donc une cessation brutale de la fourniture de gaz, etc. Et donc, les pays européens tremblaient parce que, vous savez, l'Europe est un pays qui est pris en étau aujourd'hui avec la nouvelle donne internationale en géopolitique. Vous avez les grands acteurs aujourd'hui dans le monde, c'est l'Amérique d'un côté, et puis vous avez la Russie, la Chine et l'Inde de l'autre. Aujourd'hui, l'Europe, vous savez, c'est un pays d'abord qui a des réserves gazières en énergie qui n'excèdent pas 2 mois, 3-4 mois pour les meilleurs, on est à l'exception de la Scandinavie, bien sûr. Donc, c'est des pays qui sont très dépendants des pays qui sont producteurs de gaz et surtout de proximité. En l'occurrence, dans ce registre-là, l'Algérie qui a un positionnement géographique très très favorable. Et puis, bon, après, donc, avec la continuation des événements, l'aggravation de la situation et l'escalade du conflit ou russo-ukrainien, l'Algérie, donc, s'est positionnée comme fournisseur de gaz important pour l'Italie. Toutefois, ce scénario va très bientôt changer. Parce que vous voyez quelle est la politique de Giorgia Meloni, le Premier ministre italien. Elle est extrêmement proche de Donald Trump, elle est extrêmement proche de l'Amérique aujourd'hui. C'est une personne qui a potentiellement des relations diplomatiques, mais surtout économiques maintenant très avancées avec l'Amérique. L'Amérique est en train d'exporter son gaz de schiste à travers le monde, notamment avec une agressivité commerciale très importante dans la région méditerranéenne. D'ailleurs, l'Espagne aujourd'hui, son premier fournisseur, c'est l'Amérique, c'est pas l'Algérie. Et donc, l'Italie se voit donc prochainement livrée par le gaz de schiste américain. Et donc, du coup, ça va faire descendre les prix et la relation, c'est-à-dire l'Algérie ne sera plus dans la position dans laquelle elle est aujourd'hui. Vous savez, l'Italie va chercher le coût. Et donc, le gaz de schiste est évidemment bien moins cher à l'acquisition que le gaz algérien. Donc, l'Italie va beaucoup plus s'axer sur cela. Et donc, à moyen terme et long terme, je peux vous confirmer, d'ailleurs, selon mes connaissances, selon mes contacts et selon mes sources, les 2 prochains pays qui vont prendre une position pareille à celle du Royaume-Uni, c'est l'Italie à moyen terme, et puis la Chine aussi. La Chine qui va arriver aussi dans la même lignée. Merci, Adel Khalf. Yes, Jubaili, nous allons écouter cette petite vidéo de l'UNTV, je crois. And the United Kingdom considers Morocco's autonomy proposal, submitted in 2007, as the most credible, viable, and pragmatic basis for a lasting resolution of the dispute. Yes, Jubaili, une première réaction d'abord. D'abord, c'est que le Royaume-Uni, il a un poids politique, mais il est de moindre intensité que celui de la France et des États-Unis. Pour une raison très simple, il est plus dans l'Union européenne, donc le poids politique, financier, diplomatique, il est en dehors de cette sphère UE, c'est-à-dire qui est gérée, qui est chapeautée par le moteur franco-allemand, et les États-Unis. Donc, il essaye de s'aligner. Il s'aligne sur la position américaine. La position américaine a été déjà prise en janvier 2020 sous Donald Trump. Biden, il a suivi. Maintenant, la France, elle a reconnu la marocanité
la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Maintenant, il y a maintenant le Royaume-Uni. Je ne sais pas s'il y a d'autres pays qui vont suivre ou pas, mais le fait, quand ils considèrent, au fait, c'est pas qu'ils approuvent, qu'ils soutiennent. Tous ces pays, surtout la France, j'ai toujours dit que la France, elle n'a pas donné blanc-seing sur la reconnaissance totale et pleine du Maroc sur le Sahara occidental. C'est-à-dire, c'est des pays qui considèrent que la position ou la proposition faite par le Maroc est une base crédible. Mais ça ne veut pas dire que cette base crédible ne va pas changer dans 6 mois, 1 an, 3 ans, parce que c'est une question de décolonisation, parce qu'elle dépend de l'ONU. Si l'Algérie n'est pas partie prenante de ce conflit, certes, elle soutient elle soutient, comme moi personnellement, même j'ai des amis marocains, le soutien de l'indépendance du Sahara occidental. Voilà, c'est pas le fait que certaines tribus ont fait allégeance à une royauté que nos terres soient sous protection, soient sous souveraineté marocaine. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Maintenant, c'est pas parce qu'on a des poids financiers, politiques, qu'on a le droit de décider du destin des autres. Non, c'est pas comme ça. La preuve, l'Algérie, les États-Unis ont toujours approuvé la position française. Non, mais c'est très important, Hussein, c'est très important. Donc nous, c'était un jeune Kennedy Eisenhower qui a compris qu'un pays comme l'Algérie, il fallait que ce pays récupère son indépendance, récupère l'intégralité de ce territoire et avoir sa souveraineté voilà. Donc pour moi c'est une position le Royaume-Uni qui ait pris une position depuis pas mal de temps. Oui, mais certes, il suit les États-Unis, la France, mais je pense que la France elle a pris de façon très très cartésienne, très très rationnelle, parce que la France a pris le risque de heurter quand même l'Algérie, parce que les relations sont très très imbriquées. Les États-Unis l'ont pris pour d'autres considérations. Le Royaume-Uni il vient de le prendre. Maintenant, ça reste une question de décolonisation, qu'on le veuille ou non. Voilà, même si c'est des membres permanents au sein de l'ONU, mais c'est une question de décolonisation. Ça doit passer par un référendum, et c'est au peuple du Sahara occidental de décider de son sort, tout simplement. J'ai des amis marocains qui peuvent être d'accord avec moi ou non, mais c'est une question de décolonisation. L'Algérie, elle s'y met dans cette position parce qu'elle finance, parce qu'elle arme, parce qu'elle soutient. Finalement, est-ce qu'elle est partie prenante ou pas? Je dirais que non, parce que la question, c'est l'ONU. Mais bon, voilà, tout simplement, pour moi, je dis pas c'est un non. Pardon? Je ne sais pas si vous faites référence au communiqué, justement, à la réaction d'Alger. D'ailleurs, le communiqué publié hier par le ministère des Affaires étrangères. Bien sûr, l'Algérie regrette ce choix fait par le Royaume-Uni d'apporter son soutien au plan marocain. Mais en même temps, l'Algérie, d'après le communiqué, l'Algérie relève néanmoins que le Royaume-Uni n'a ni évoqué ni apporté son soutien à la prétendue souveraineté marocaine sur le territoire du Sahara occidental et ne cautionne donc pas l'occupation illégale de ce territoire non autonome au sens de la légalité internationale. Yes, Jubaï. Mais justement, c'est ce que je viens de vous dire, cher Hussein, c'est ce que je viens de vous dire, au fait. Donc, c'est-à-dire, ils n'ont pas pris une position ferme, irrévocable, c'est-à-dire, ils considèrent à l'instant T, plus un delta T, je considère que cette base, la position, elle est crédible. Mais peut-être dans 1 an, dans 2 ans, elle ne le sera plus. Donc forcément, je dirais que le communiqué du ministère des Affaires étrangères, généralement, c'est des communiqués qui va dans tous les sens. Mais je pense, à mon avis, ils ont dû réfléchir comment faire ce communiqué. C'est pas un communiqué qui a été comme celui de la France ou comme celui il y a 2 ans, celui de l'Espagne. C'est un communiqué, je regrette,
cette décision. Néanmoins, c'est vrai, l'occupation, elle y est toujours. Et d'ailleurs, Hossein, pourquoi justement cette réaction un peu, disons, légère par rapport à la France? Alors, par rapport aux États-Unis aussi, hein, il n'y avait même pas un communiqué par rapport aux États-Unis. Mais par contre, l'Espagne et la France, la réaction d'Alger était vraiment dure, brutale. On n'a aucun. L'Algérie, est-ce qu'elle a des intérêts avec. Nous avons des relations très cordiales avec les États-Unis. Bien que nous ne soyons pas un allié naturel des États-Unis, mais les relations sont cordiales sur le plan sécuritaire. Tous les partis républicains américains, dont John Bolton d'ailleurs, qui est l'ex-conseiller, qui le considère un diplomate déchu, il a toujours eu un faible pour il a toujours privilégié, je veux dire, la coopération sécuritaire entre la France, entre les US et l'Algérie. Voilà, tout simplement. La Grande-Bretagne, nous avons des relations cordiales, mais je pense que la diplomatie algérienne ne va pas ne va pas attaquer les États-Unis et la Grande-Bretagne comme elle a fait avec la France, parce que la France, il y a une relation spéciale, il y a une relation historique, il y a quelque chose, je veux dire, d'imbriqué. Voilà, c'est un truc communiqué normal. Nous regrettons avec les États-Unis, avec la Grande-Bretagne, sachant que ces deux pays sont très pragmatiques. Hein. Le pragmatisme anglo-saxon, peut-être Adel il est mieux placé que moi pour dire un peu le pragmatisme anglo-saxon, surtout dans le domaine financier ou dans le domaine aussi politique. Ils sont très pragmatiques. À tout moment, ils peuvent revoir leur considération par rapport à une position. Voilà. Mais aussi, il faut invoquer la faiblesse de la diplomatie algérienne, qui est une déconvenue, Hossein, une déconvenue. Nasser Bourita, le ministre des Affaires étrangères marocain, quand même, il a fait un travail titanesque. En essayant d'avancer ses pions, en essayant de partir, je veux dire, de fédérer certains pays d'Amérique du Sud qui ont retiré leur reconnaissance, comme le Panama, comme certains pays aussi. Voilà. Donc nous, c'est là une déconvenue de la diplomatie étrangère qui n'a pas de vision, qui a du mal à s'imposer, une faiblesse. Mais le plus gros, c'est le 25 mai 2025. Quand la Mauritanie, qui a toujours pris une position d'équilibriste de ne pas heurter ses deux voisins, le Maroc et l'Algérie, qui a fermé, qui a déclaré la région le Barina comme une région militaire. Donc c'est une réponse à la fois, c'est une réponse politique, pour envoyer au Maroc que dit nous restons équilibristes, mais quand même c'est un échec pour la diplomatie algérienne, parce que quand on considère une région, on déclare que cette région militaire elle est fermée, on a coupé au fait le ravitaillement pour certains, pour certaines qui ravitaillent le Polisario, il faut dire les choses. Les Balénas, en 25 mai, je ne sais pas si tout le monde est au courant que la Mauritanie, quand même, elle est passée à une vitesse supérieure, tout en gardant ses privilèges entre le Maroc et l'Algérie, mais quand même, le fait de fermer un territoire et de le déclarer territoire militaire, ça veut dire qu'on a coupé ce qu'on appelle les corridors de ravitaillement pour le Polisario, pour essayer un petit peu s'il y a une contre-offensive militaire. Ça, c'est très important parce que sur le terrain. Maintenant, le Royaume-Uni, c'est un grand pays, membre fondateur quand même en 1945 de cette organisation de l'ONU qui a sa voix qui porte, mais entre nous, est-ce que ça va peser ou pas? Oui, ça pèse, mais maintenant, peut-être ce qui me fait peur, ce qu'il vient de dire à Adel, c'est la Chine. Oui. Quoique l'Italie... Question à Adel, justement, tout de suite, juste après après ce communiqué des Affaires étrangères.
L'Algérie a pris connaissance de la nouvelle position adoptée par le Royaume-Uni sur la question du Sahara occidental et regrette le choix fait par Londres d'apporter son soutien au prétendu plan d'autonomie marocain. C'est ce qu'a indiqué ce dimanche un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères, ajoutant, je cite, qu'en 18 ans d'existence, ce plan n'a jamais été soumis aux Sahraouis comme base de négociation, de même qu'il n'a jamais été pris au sérieux par les envoyés onusiens qui se sont succédés à ce poste. Ces derniers avaient tous relevé la vacuité de l'initiative marocaine d'autonomie et son inaptitude à offrir une solution sérieuse et crédible au conflit du Sahara occidental. Fin de citation. Alger fulmine mais ne s'explose pas vraiment sur cette position du Royaume-Uni. On lit dans le communiqué à Adel qu'elle relève, donc Alger, qu'à l'occasion de la conférence de presse, le secrétaire d'État britannique a publiquement et solennellement réaffirmé l'attachement du Royaume-Uni au principe du droit à l'autodétermination. Donc, comment vous expliquez cette position d'Alger? Bon, on regrette, mais le Royaume-Uni, pour le moment, ne soutient pas vraiment. Il est toujours sur les positions de l'ONU. Bon, écoutez, vous savez, il n'y a que les poissons morts qui nagent dans le sens du courant. Donc c'est tout à fait naturel que l'Algérie regrette cela. L'Algérie regrettera toujours, et exprimera toujours son regret par rapport à une nation qui va s'exprimer donc en faveur de la position du Maroc par rapport à ce sujet-là. Néanmoins, par rapport au côté britannique, je confirme à Lies, Jmeili, d'ailleurs, ce que Lies a dit, je suis assez actionnaire, je suis actionnaire par rapport à ce qu'a dit Lies récemment, enfin tout maintenant, mais je lui confirme que les Britanniques sont très pragmatiques, mais je lui rajoute qu'ils sont très flegmatiques aussi. Donc, ils ont une position et une approche très très particulière. La position aujourd'hui de l'Algérie, c'est une position d'observateur. Pourquoi? Parce que, éventuellement, comme Lies l'a si bien mentionné, il y a une fragilité de la diplomatie algérienne. Elle n'est pas très très bien structurée, elle n'est pas assez agressive. Elle a un modus operandi qui est en train d'avoir si vous voulez, en train de boiter, c'est une bête malade, c'est vraiment une bête malade aujourd'hui. Donc la position, c'est que moi ce qui me fait peur, c'est la position géostratégique des pays de l'Asie. Il faut toujours se rappeler d'un point qui est très important. Vous savez, la Russie et la Chine sont des pays qui sont en train de changer leur position vis-à-vis du Sahara occidental, mais ils le font intramuros. C'est vraiment pas à portée de. Ils sont pas en train de le crier sur tous les toits. C'est vrai que la Russie et la Chine ont toujours eu une position neutre par rapport à cela. Ils ont toujours favorisé la position de l'ONU. Moi, je crois aussi qu'il est très important que le processus doit passer par l'ONU, doit passer par un vote, et que c'est aux gens de s'exprimer, c'est aux gens de se prononcer. Pardon? Je dis que c'était le cas pour le Royaume-Uni aussi, il n'y a pas longtemps. Oui, parfaitement. C'était le cas du Royaume-Uni, mais vous savez, moi j'insiste sur un point. Je vais essayer d'aller de façon progressive et j'essaie de mes meilleures modestes capacités de faire court et concis. Alors, il faut voir la position de la Russie vis-à-vis de l'Algérie, parce que l'Algérie, vous savez, fait partie des non-alignés. Et donc, dans sa position des pays non-alignés, on a une vision particulière. La Russie a toujours vu en Algérie un allié, parce que c'est un de ses plus grands clients par rapport aux ventes de ses équipements militaires. Et la Chine aussi, d'ailleurs. Nous sommes en train de parler là des deux pays qui sont les plus grands fournisseurs de l'Algérie en termes d'équipements militaires. Donc, c'est des pays qui gardent, si vous voulez, une neutralité pour ne pas trop offusquer l'un et ne pas offusquer l'autre. Ils jouent vraiment, ils tiennent le bâton par le milieu, par le centre. Par contre, il faut prendre en considération que les investissements en Chine sont croissants au Maroc, sont extrêmement importants. Vous savez que la Chine a le projet de faire passer le projet de la BRI, le projet de la nouvelle route de soie. Et ça passe par le Maroc. Pourquoi? Parce que le Maroc, contrairement à l'Algérie, le Maroc, il a une stabilité politique. Et aujourd'hui, un pays qui a une stabilité politique attire les grandes puissances. L'Algérie, malheureusement, n'a pas de stabilité politique.
Pas du tout. D'ailleurs, elle va même beaucoup plus loin. Officiellement, via le président de la République, l'Algérie déclare qu'elle prépare un projet de rassemblement national. Croyez-moi, en faisant ça, on n'attire pas les investisseurs internationaux. On est dans... Voilà. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'erreurs diplomatiques, il y a beaucoup d'erreurs... Enfin, c'est du bricolage. Il y a beaucoup de bricolage du côté d'Alger. Et ça, c'est par rapport à la Chine. Maintenant, la Russie... Est-ce qu'il y a du bricolage dans ce communiqué, Adel, justement, excusez-moi, mais même dans ce communiqué, est-ce que ce n'est pas du bricolage, le fait de dire qu'au vu de cette double particularité de la nouvelle position britannique sur la question du Sahara occidental, l'Algérie forme le vœu qu'en sa qualité de membre permanent du Conseil de sécurité, le Royaume-Uni continuera de tenir le Maroc comptable de ses responsabilités internationales? Bon, moi, ce que je conseillerais modestement à l'Algérie aujourd'hui, enfin quand je dis l'Algérie, aux autorités algériennes, c'est qu'ils essayent de limiter les dégâts en évitant de parler par procuration, d'accord? Parce que là, on a l'impression que l'Algérie est en train de donner des indications et des leçons au Royaume-Uni. Alors, croyez-moi, ils sont très mal placés pour faire ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'Algérie devrait soigner son image. L'État algérien aujourd'hui devrait revoir ses notes, devrait réviser ses notes, revoir sa position avec la Russie. Pourquoi? La Russie a affiché son désaccord avec l'Algérie par rapport à la position d'Algérie envers l'Italie quand l'Algérie a proposé son gaz comme bouée de secours. Ça a été très très mal vu du côté de Moscou. D'ailleurs, les réactions et les symptômes se sont tout de suite vus. On a vu que Moscou avait déjà commencé par prendre une position contre celle de l'Algérie concernant la situation en Libye. Parce que la Russie aujourd'hui soutient massivement Haftar, ce qui n'est pas du tout la tasse de thé d'Alger. D'autre part, la Russie a exprimé aussi une communication un peu froide, un peu glaciale, en évitant d'inviter le président Abdelmadjid Tebboune au truc du 9 mai, quand Poutine avait invité Haftar. Et donc le lendemain, on voit que Haftar s'engage à aller provoquer la capitale, donc Tripoli. Donc vous voyez, tous ces événements-là sont des symptômes que la position de la Russie aujourd'hui n'est pas la même. Ça, c'est d'un côté. Mais d'un autre côté, ce qui change aussi la position de la Russie et la position de la Chine, c'est qu'aujourd'hui, encore une fois, je reviens sur ce point qui est cardinal, qui est très important. C'est le plan et les projets à moyen terme et long terme de Donald Trump. La position de Donald Trump aujourd'hui est complètement différente. Les cartes ont été redistribuées. Aujourd'hui, la Chine et la Russie, même s'ils sont des partenaires de l'Algérie, ils le sont beaucoup moins qu'ils l'étaient avant. Regardez les investissements de la Chine entre 2005 et 2018, ils étaient massifs. Or, aujourd'hui, ils sont insignifiants. Regardez les investissements de la Chine au Maroc, ils sont croissants. Regardez les investissements des Émirats, ils sont à 15 milliards de dollars. Regardez maintenant, restons dans la substance du sujet. Les investissements du Royaume-Uni, le pays en question, qui vient donc de donner sa position. Bon, l'IS Jubaili pense que c'est une position temporaire. Bon, moi, sur ce plan-là, je ne suis pas d'accord avec l'IS. Je ne crois pas que c'est temporaire. Parce que quand un pays puissant, comme la Grande-Bretagne, qui est une énorme puissance militaire, d'ailleurs, je rajoute, militairement, le Royaume-Uni est plus puissant que la France. Donc, aujourd'hui, le Royaume-Uni, qui est un membre permanent du Conseil de sécurité, non seulement prend la position avec le Maroc, mais ils annoncent qu'ils investissent plus de 5 milliards de livres sterling au Maroc. Montrez-moi, monsieur, un seul... Pardon? Oui, allez-y. Oui, alors montrez-moi un seul investissement du Royaume-Uni en Algérie. Les seuls investissements du Royaume-Uni en Algérie, à l'époque, c'était BP. Et c'était dans 90% dans le secteur de l'énergie. Bon, il y a de petites bricoles aujourd'hui. Un peu dans l'éducation pour promouvoir la langue anglaise, et puis un peu dans le pharmaceutique avec GSK, GlaxoSmithKline. Voilà, quoi, mais c'est des investissements mineurs. Aujourd'hui, regardez les investissements du Royaume-Uni au Maroc, ils sont énormissimes. Donc, il y a une volonté à long terme de rester plus proche du Maroc que de l'Algérie. Il faut prendre ces indicateurs-là, c'est très important, parce qu'il y a l'esprit du trust. Vous savez, aujourd'hui, l'Algérie, au niveau des agences de cotation de risque, parce que vous savez, les pays, les grandes puissances, ou les investisseurs à l'étranger, on va parler plus simple, les investissements, ça touche un peu dans l'économie, parce que l'économie et la diplomatie sont liés, ils sont étroitement liés.
Aujourd'hui, regardez les investissements. Les IDE en Algérie, ils sont inexistants. Inexistants. L'Algérie est un pays qui n'attire plus personne. Pourquoi? Parce qu'il y a une instabilité politique, il y a une instabilité diplomatique, il y a un isolement à l'international. L'Algérie est en train de collectionner ces conflits diplomatiques avec plusieurs pays, notamment des puissances économiques. Et ça vient en série. Alors ça commence avec l'Espagne. Au final, l'Espagne ne change pas de position par rapport à sa occidentale. Après, c'est avec la France. Au final, la France ne change pas sa position. Maintenant, avec la Grande-Bretagne, comme a dit Elias, et je suis d'accord par contre du coup sur ce point-là, l'Algérie ne va pas aller chercher à provoquer la Grande-Bretagne. Ça va jouer en sa grande défaveur. Or, aujourd'hui, l'Algérie a une position qui n'est plus la même avec la Russie, on le voit. Elle n'est plus la même avec la Chine, on le voit aussi. Donc, il faut prendre ça en considération, que le Moyen-Orient devient aussi un point important. Regardez les décisions des plus grands pays, notamment l'Amérique, où ils font leurs meetings. Ils les font en Arabie Saoudite, avec les Émirats. Montrez-moi de grands chefs d'État qui viennent en Algérie depuis quelques années. Allez, citez-moi-en un. Aucun. Aucun. L'Algérie n'attire plus personne. Donc on voit, tout ça, c'est des symptômes d'un pays qui est mal géré, d'un pays qui a une politique diplomatique qui est très mauvaise, qui est même dangereuse, parce qu'aujourd'hui, le plan du Sahara occidental n'est plus indexé aux éléments des années 80, aux éléments des années 90, aux éléments des débuts des années 2000. Il est indexé sur le plan à moyen terme et court terme de Donald Trump. Les horloges sont réglées sur la volonté de Washington et de sa politique dans le bassin méditerranéen et dans l'Asie. Et si l'Algérie ne fait rien pour soigner sa position avec ces pays-là, nous sommes en train de nous attirer beaucoup trop de problèmes et ça ne va rien faire pour améliorer la position de l'Algérie. Je finis très rapidement sur un point en 30 secondes chrono. Pourquoi la Grande-Bretagne a aussi pris position pour le plan du Maroc? Parce que l'Algérie n'a fait aucune proposition. Il faudrait que l'Algérie fasse une proposition. Si vous n'allez pas participer dans un avis d'appel d'offres, si vous ne faites pas d'offres, ben la commission des marchés ne va pas faire appel à vous, ne saura même pas qui vous êtes. Aujourd'hui, l'ONU, je suis certain qu'elle aimerait bien voir une offre et une proposition de l'Algérie. Or, l'Algérie, aujourd'hui, n'en fait aucune. Mais par contre, l'Algérie multiplie ses crises diplomatiques avec plusieurs pays. Vous voyez, tout ça, c'est des maladresses en série. Et au final, eh ben voilà, c'est le Maroc qui est en train de cueillir les fruits de sa victoire diplomatique au détriment d'une Algérie très fragilisée. Merci Adel. Elias Jubaili, le Polisario donc de son côté aussi a réagi à cette position. La République arabe sahraoui démocratique RASD affirme clairement qu'elle ne reconnaît aucune souveraineté du Maroc, l'État occupant sur le Sahara occidental, et qu'aucune organisation internationale ne reconnaît la souveraineté du Royaume sur ce territoire. Dans un communiqué donc de son ministère des Affaires étrangères, elle dit regretter que le Royaume-Uni, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, ait apporté son soutien à la proposition marocaine. Elias Jubaili, pourquoi on n'entend pas vraiment le Polisario justement sur ces questions à l'international, diplomatiquement? Pourquoi, d'ailleurs même Adel dans son exposé, il parlait de l'Algérie, mais pourquoi c'est à l'Algérie de faire? Pourquoi c'est pas au Polisario? Est-ce qu'il n'y a pas des questions là-dessus? Tout à l'heure, Hossein, il est financé, il est armé, il est soutenu par l'Algérie. Donc forcément, c'est l'Algérie qui dicte sa ligne de conduite sur le plan international. Les dirigeants du Front Polisario, ils ont des passeports algériens pour pouvoir voyager. D'ailleurs, le chef du Polisario, quand il a eu des soins en Espagne il y a 2 ans de cela, il était détenteur d'un passeport algérien. Donc toute la politique sur le plan international de mobilisation ne se fait que via l'Algérie. Donc si l'Algérie elle a du mal à avancer, si sa diplomatie peine à avancer, peine à marquer des coups, peine à s'imposer sur le plan international, et qu'il y ait quelque part à l'économie. Donc comment voulez-vous que le Polisario puisse avancer? La seule avancée du Polisario ne se fait que sur le terrain de la lutte. C'est comme ça. Qu'on le veuille ou non, sur le terrain de la lutte armée, quand vous avez 80% du territoire qui est occupé
par le Maroc. Il n'y a que 20% du Sahara occidental qui est libre, qui est libre. Donc il faut les moyens, il faut plein de choses. Moi, ce qui me fait peur, c'est pas... Moi, je dis, et j'insiste, que la position de la Grande-Bretagne, elle n'est pas vraiment... elle est capitale, mais pas vraiment très importante. Moi, ce qui me fait peur, c'est que c'est la reconnaissance de la France de la position marocaine sur le Sahara occidental, parce que l'ancienne Premier ministre Elisabeth Borne, quand elle était Premier ministre, elle a reçu des hommes d'affaires français en leur donnant ce qu'on appelle un accord tacite pour valider d'investir dans les territoires du Sahara occidental et d'investir à Dakhla, à l'Ayoun. Donc à partir du moment, je veux dire, le cap, il est encore franchi. On soutient une position, on considère que cette position, elle est crédible, ça peut être une base de discussion, mais au-delà de pousser à investir dans des territoires occupés, ça c'est une reconnaissance pleine, forcément. Ils ont franchi, c'est-à-dire les lignes rouges, ce que venait de faire la France via les hommes d'affaires, les investisseurs français. Maintenant, sur le plan économique, certes, l'Algérie, sa vision, bon, après c'est un choix après l'indépendance, vous me dites à moi qui est libéral, qui a toujours poussé la diversification, mais entre l'Algérie et la Grande-Bretagne, si on prend un secteur en dehors des hydrocarbures, sachant que les échanges, c'est autour de 1,7 milliard de dollars, c'est vraiment, il n'y a rien, sachant que les produits algériens qui sont écoulés sur le marché britannique ne dépassent pas 200 millions de dollars, c'est l'équivalent d'une maternité de haute qualité ici à Paris, pour vous donner à peu près les chiffres. Mais il reste le secteur agroalimentaire. L'Algérie ne peut pas l'offrir au Royaume-Uni. Le secteur agroalimentaire, on l'attribue à des pays qui ont cette capacité d'investissement rapide, comme la France et l'Espagne. Donc certes, on peut avoir des accords avec la Grande-Bretagne, pour moi que sur le plan technologique, parce que sur le plan agroalimentaire, c'est la France, qu'on le veuille ou non, parce que c'est elle qui fournissait du blé de première qualité, du blé, je veux dire, dur pour faire du pain, sachant que le consommateur algérien, c'est l'un des plus grands consommateurs de la baguette au monde, après le turc. Donc tout ça, c'est très important pour voir comment l'Algérie puisse signer des accords commerciaux avec la Grande-Bretagne. Dans quel secteur? Dans le secteur technologique, dans le secteur des échanges universitaires, dans le secteur de la recherche et développement, dans le secteur des formations des ingénieurs de Polytech d'Alger. Il faut les former dans le Brunswick, dans le Suffolk, comme ce fut dans le temps, pour former des pilotes de chasse dans l'Eurofighter. Mais tout ça, ça reste, qu'on le veuille ou non, un pays... on n'attend pas des grands investissements de la Grande-Bretagne, comme en France. Parce que la France, qu'on le veuille ou non, c'est un grand investisseur. Et je suis d'accord avec Adel, les investisseurs ne dépassent pas 1 milliard de dollars. Les IDE sont très faibles en Algérie. Maintenant, je rebondis sur 2 pays très importants, et d'où ma crainte, Houssine, c'est la Russie et la Chine. La Russie, nous avons l'Algérie, pas comme nous avons, c'est-à-dire l'Algérie. Quand je dis l'Algérie, qu'on ne le veuille pas, il faut qu'on dise l'Algérie, malgré que le régime, on est contre ce régime parce que qu'il soit illégitime ou pas, sa mauvaise gouvernance, mais on parle de l'Algérie parce que, qu'on le veuille ou non, elle est gérée par ce pouvoir. Il y a un désaccord stratégique entre l'Algérie et la Russie. Et il faut savoir, même les mercenaires Wagner, ils sillonnaient la vallée du Sahel sans consultation avec l'état-major algérien. La Russie, elle a des désaccords, d'où l'invitation de Haftar. Maintenant, la dernière fois, on s'est dit pourquoi, on m'a posé la question que Tebboune, il aurait dû être invité. J'ai dit, il aurait dû être invité. Est-ce que la Russie n'a pas contourné autrement, de dire, pour ne pas un peu creuser les dissensions entre Ibrahima Traoré du Niger, parce que quand même il y a le gazoduc qui va passer par son pays, on attend aussi son accord, et Haftar qui se trouve aux portes de Tripoli pour prendre assaut cette ville. Donc
avec la Russie, c'est un peu compliqué. Mais je dis, il faut insister. On nous a sorti que Lavrov aussi, il a dit pour avoir l'adhésion au sein du BRICS, il faut être un acteur régional majeur. C'est que l'Algérie ne l'est plus. C'est que les Russes aussi, ils deviennent de plus en plus pragmatiques. Et aussi l'Algérie, elle a fait des coups tordus. Il faut dire, elle a fait des coups tordus à la Russie dans la vente du pétrole et surtout dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie. L'Algérie, elle a exploité ce désaccord aussi pour écouler et de vendre ces barils de pétrole qui a un petit peu gêné les Russes aussi, il faut dire, et aussi sa position, sachant que l'armement algérien, il était entretenu par les Ukrainiens. Je ne sais pas si tout le monde le sait, l'entretien de l'armement algérien était assuré par les Ukrainiens. Il faut le savoir, alors que le matériel est de matériel russe. D'ailleurs, quant à la Chine, elle garde une position historique avec l'Algérie. Maintenant, elle ne veut pas investir en Algérie. Raj Bilet, j'ai fait avec le grand professeur Maptol, quant à l'extraction de l'acier qui est brut, qui est très oxydant, qui est très pollué, et dans la taxe du carbone, une fois arrivé sur les ports européens, il va être très, très polluant et très, très taxé. Je pense que Raj Bilet aussi, que certaines sociétés chinoises se sont retirées parce que peut-être le projet il n'est pas viable sur le plan technologique d'abord, hein, parce que quand il faut extraire, après il faut construire quasiment 1000 km de voies ferroviaires pour pouvoir l'exporter, et l'acier qui est exporté, c'est pas un acier propre, hein. Il n'y a un seul pays au monde, je dirais en Europe, qui est capable de transformer cet acier pollué noir de noir et de le rendre brut et de le rendre plus pur comme le diamant, c'est l'Allemagne. C'est elle qui a cette capacité des grandes usines d'acierie pour transformer. Pour vous dire et pour te dire, Houssine, que l'Algérie, elle est dans un carrefour très complexe sur le plan politique et sur le plan économique. Sur le plan économique, ne peut être résolu que si la question politique est résolue. Non, on ne peut pas résoudre nos problèmes économiques si elles ne sont pas résolues sur le plan politique. Maintenant, je dirais que l'Algérie doit revoir son image, Je pense que l'intervention de M. Boukaddoum, Sabri Boukaddoum, ambassadeur d'Algérie aux États-Unis, qui a accordé une interview à une revue quand même assez libérale, de dire for American no limit, common for investment in Algeria. Je pense que c'est une erreur. Il fallait pas faire ce genre c'est comme si vous vendez un petit peu vos bijoux. C'est que les Américains, ils vont pas sauter à l'occasion. Ils sont pragmatiques, ils vont attendre un peu la position de l'Algérie, ils vont voir comment l'Algérie va essayer de réformer économiquement. L'Algérie, jusqu'à maintenant, n'a pas fait les réformes économiques. Parce que pour pouvoir s'imposer sur le plan politique, il faut s'imposer sur le plan économique. L'Allemagne et le Japon, ils ont capitulé après la Seconde Guerre mondiale. Même la constitution japonaise a été écrite par Montgomery, par les États-Unis. Même la position aussi diplomatique ouest-allemande a été gérée par les Américains. Mais sur le plan économique, ils ont fait des merveilles. Et maintenant ils s'imposent sur le plan politique. Nous avons perdu sur le plan politique parce qu'il n'y a pas de démocratie chez nous, parce que le régime n'a pas voulu démocratiser l'Algérie, parce qu'il refuse l'alternance. Sur le plan économique, c'est un marché déversoir, l'Algérie. On n'a rien produit. On n'a rien produit. Donc forcément, qui va investir chez vous? Même avec le 49-51, on essaie de vendre ce qu'on appelle les bijoux de famille, mais personne qui va investir. Qui va investir? Même la nouvelle loi de finances, pour essayer un petit peu de contourner le 49-51, jusqu'à 20% de participation de l'État et 80% la participation étrangère. Est-ce que ces sociétés vont se bousculer? Je dis non, mais personne ne va investir dans l'énergie fossile, Houssine. L'esprit européen, les Français, les Allemands, les Anglais, les Italiens, les Espagnols, dans 50 ans, ils vont oublier de prendre un plein d'essence dans leur voiture. C'est les énergies renouvelables. Certains Algériens se posent la question justement par rapport
à ce dossier du Sahara occidental et le fait qu'il soit un peu le critère déterminant de la position diplomatique de l'Algérie. Oui, mais bon, le critère déterminant, pourquoi ça devrait être le critère déterminant? Pourquoi ça doit être un sujet qui doit être tellement important pour nous aujourd'hui? Bon, je comprends que l'Algérie est gênée et je pense que la réalité, c'est que du côté d'Alger, ils craignent un peu la domination du Maroc sur le côté atlantique et qu'ils veulent pas que l'hégémonie du Maroc, excusez-moi, j'arrivais pas à sortir le terme. Mais l'Algérie a toujours dit qu'on n'est pas partie prenante de ce conflit, de cette histoire. Mais par contre, aujourd'hui, ce qui est très inquiétant, c'est que ne pas oublier, voilà, par rapport à ce que disait Elias concernant la position des États-Unis d'Amérique, qui sont observateurs, qui patientent, qui veulent voir les réformes en Algérie. Bon, le problème, c'est que d'abord, il faut garder son attention sur un point qui est crucial, qui est très très important. Vous savez que l'organisation le Polisario est pour le moment sous étude au niveau du Congrès américain et qui risque d'être classé organisation terroriste. C'est ça qui est très inquiétant. Parce que beaucoup de gens oublient ce point-là. Et ça m'inquiète, moi, particulièrement. Je ne veux pas voir mon pays se retrouver dans une position où il risque d'être donc vu, ou plutôt très, très, très mal vu, ou considéré négativement par rapport à ce point-là. Donc, je pense que ce que l'Algérie devrait faire aujourd'hui, c'est déjà d'être patient. Restez patient, ne pas prendre trop de positions, ne pas faire trop de déclarations. Vous parliez, il y a un moment, du communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien. Moi, je suis abasourdi par les terminologies qui sont utilisées. Regardez par rapport, c'est juste une parenthèse, par rapport au cas avec la France. Ils utilisent un terme exécrablissime. Ils leur disent chiche, chiche. Non mais qu'est-ce que c'est que ce langage? On a l'impression qu'il y a un conflit entre deux bonhommes faisant cas dans la rue, chiche, ceci, chiche. Mais qu'est-ce que c'est que ce langage? On est en diplomatie là ou on est dans un cirque? C'est terrible quand même, les termes utilisés dans les communiqués de presse par le ministère des Affaires étrangères. Je suis quand même, je suis surpris. Donc il y a je sais pas, il y a une décadence. Bon, bref, on va rester dans le sujet. La position aujourd'hui par rapport aux investissements, par rapport à la diplomatie d'Algérie, moi je pense que c'est très très urgent de vite agir, à ouvrir des discussions, peut-être des consultations avec l'Espagne. Moi, je pense que l'Espagne est un pays qui va jouer un rôle intéressant par rapport à cette histoire, ne serait-ce qu'en qualité d'arbitre neutre. Je pense que l'Espagne aura un rôle intéressant parce que c'est un pays qui est lié à cette histoire, parce que c'est l'Espagne qui a colonisé l'Espagne n'avait pas colonisé le Maroc. Hein. En 1975, on a vu ce qui s'est passé depuis. Et après, ça s'est enchaîné. On a vu les propositions de James Baker qui se sont succédées en 97, en 2003 notamment, qui était l'envoyé de Kofi Annan, alors secrétaire général des Nations Unies. Et toutes ces propositions-là, d'ailleurs, James Baker avait fini par démissionner parce que il n'y avait pas de consensus, il n'y avait rien. Donc aujourd'hui, la solution à ce conflit-là, je ne pense pas qu'elle est liée aux éléments qui ont été établis ou qui étaient sur la table depuis 20 ans, 30 ans. Je pense qu'il y a des changements, encore une fois. Il faut, à mon avis, régler ce conflit-là par rapport aux éléments d'aujourd'hui, par rapport à la redistribution des cartes d'aujourd'hui. C'est ça qui est très, très important. Moi, je pense qu'il faudrait que l'Algérie, dans sa position de membre temporaire du Conseil de sécurité, non permanent, d'accord, pourrait lancer des consultations au niveau de l'ONU en invitant la Chine, en invitant la Russie, en invitant les pays membres, membres permanents du Conseil de sécurité, et de faire des propositions. Parce que si l'Algérie fait une proposition aujourd'hui, même si elle n'a pas la qualité, parce que je vous ai entendu, vous avez dit que l'Algérie n'est pas concernée. L'État algérien lui-même dit qu'on n'est pas concerné. Mais je pense que, vu les antécédents, vu l'histoire de l'Algérie avec le Polisario, son armement, son accompagnement, etc. Bon, allez, moi je pense que si l'Algérie faisait une proposition aujourd'hui, ça pourrait peut-être être vu positivement
par les membres permanents du Conseil de sécurité. Et l'Algérie... Pardon? Oui, oui. Finissez. Oui, alors, si l'Algérie faisait une proposition aujourd'hui, faire une suggestion, rien ne l'empêche de le faire. Mais il faudrait que ce soit une suggestion pacifique, où on cherche des solutions aux problèmes, et non pas, comme aujourd'hui, chercher des problèmes aux solutions. D'accord? Merci. Adel, on arrive à la fin de l'émission. Adel, rapidement, s'il vous plaît. Rapidement. Bon, écoutez, que devrais-je dire? La diplomatie est un art où les hommes doivent s'asseoir et s'assembler autour d'une table, faire des propositions. Je pense que l'Algérie devrait faire une proposition aujourd'hui dans une volonté de résoudre les problèmes en invitant les grandes nations, y compris la Chine, la Russie, l'Espagne, la France, le Royaume-Uni, et faire une proposition. Si on fait une proposition, c'est un signe positif, et à partir de ce moment-là, il va y avoir un esprit de redorer l'image diplomatique de l'Algérie, parce qu'aujourd'hui, la diplomatie de l'Algérie n'est pas bonne. Si on arrive à régler le problème de la diplomatie en Algérie aujourd'hui, on va instaurer un esprit de confiance, le trust, et quand il y a le trust, il y a la volonté des étrangers de venir investir chez nous. Il faut commencer à réparer les dégâts, il faut cesser cette politique d'agressivité. On n'est plus dans les années 2000. Nous sommes dans l'ère de Donald Trump, et s'ils n'ont pas compris ça, eh bien, ils n'ont rien compris. Merci, Adel. Lies Djibaili, dernier mot, Lies. En fait, après, je pense qu'il ne faut pas faire trop le lien entre la position politique internationale et l'économie. C'est que le problème économique de l'Algérie, c'est une vision. Dès le départ, après 62, on a hérité d'une économie coloniale, on n'a pas su le développer. Ça, c'est un choix. Je pense même le plan commissariat. J'ai parlé avec l'ancien ministre aussi de l'économie, Hidoussi, pas mal de ministres. C'est une vision économique. Dès le départ, c'était raté. C'est un ratage. Depuis l'indépendance, c'est comme ça. Jusqu'à maintenant, on le paye cash. Quant à la position de l'Algérie, je rejoins entièrement Adel. Il faut que notre pays, il faut que l'Algérie soit un peu plus pragmatique, essaie un petit peu, pas de revoir les cartes, parce que la question du Sahara occidental, c'est un territoire non autonome dans les archives ou dans les annales ou dans les écrits, dans les textes de l'ONU. C'est un territoire non autonome, donc c'est le droit inaliénable. Je veux dire non négociable, je veux dire d'un peuple à l'autodétermination. Mais maintenant, comment faire pour pousser? Est-ce que la question référendaire, le référendum, il faut passer par référendum pour mettre fin à toute spéculation et au moins avoir le cœur tranquille? Il faut que notre pays, que l'Algérie pousse dans ce sens, je pense qu'elle le pousse, mais il faut qu'elle le pousse d'une autre manière, pas avec agressivité, pas avec la politique du chéquier, parce que la politique du chéquier ne fonctionne plus. Nous avons effacé presque $1 milliard de dettes pour nos frères et nos amis africains, et je veux dire, le retour, il n'y a rien. Nous avons vu que les 3 pays du Sahel qui nous sont très proches nous ont complètement abandonnés parce que le monde évolue, une géopolitique ne cesse d'évoluer, le contexte il a évolué, la dynamique elle repart de nouveau, donc il y a une redistribution de cartes. Notre pays, en tout cas les dirigeants, en tout cas le ministère. Rapidement, parce que il faut que ce point c'est très important. Il faut que les dirigeants algériens, parce que les dirigeants algériens, enfin le pouvoir algérien, il a 2 cartes à résoudre. La première carte, la plus importante, c'est l'intérieur. Qu'on le veuille ou non, c'est l'intérieur. Libérer tous les détenus d'opinion pour pouvoir puiser la cohésion et de faire un front intérieur. Déverrouiller la société civile, laisser cette jeunesse un peu s'émanciper, participer au débat, ce qu'on appelle un référendum d'initiative citoyenne, le RIC,
qui a été toujours utilisé dans certains pays, il faut le faire en Algérie. Je pense que les dirigeants algériens, ceux qui sont dans l'écoute, ceux qui ne sont pas dans, je veux dire, dans la radicalité la plus absolue, parce que l'Algérie, elle va dans un contresens. Nous ne savons pas qui gère. Nous savons que Boualem, il prend tout ce qui est économique et politique, et nous avons un monsieur Chengriha qui prend tout ce qui est défense et sécuritaire. Il faut que tout le monde comprenne que ce pays ne peut être géré qu'avec la participation d'une certaine élite, avec l'appui du peuple, et ouvrir le débat, démocratiser l'Algérie. Notre pays n'est pas démocratique et personne ne sait que notre pays n'a pas été démocratique. Merci Riyad Jubaili, merci Adel Khalf, merci à vous toutes et à tous. Une prochaine fois, Inch'Allah.